Le professeur Frédéric Pierru est sociologue à l'Université de Lille. Il est enseignant-chercheur, membre de l'unité CNRS-CERAPS, et il est également associé à la direction de la chaire santé de Sciences Po Paris. Donc, nous le connaissons comme un analyste rigoureux et parfois décapant du système de santé. Donc, merci de venir nous parler des inégalités. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis à la fois honoré et gêné de venir faire cette présentation devant vous, dans la mesure où, par rapport aux interventions passionnantes de ce matin et de ce début d'après-midi, je ne suis pas un spécialiste des maladies rénales. Cela dit, ça m'a donné l'occasion de m'y intéresser et peut-être de m'y investir comme terrain d'enquête sociologique. Alors, j'ai axé, donc, la charge qui m'était donnée, c'était plutôt d'introduire la problématique des inégalités d'accès aux soins et plus généralement des inégalités de santé. Alors, avec un constat peut-être de départ, c'est-à-dire qu'en France, on se réjouit de la performance à la fois médicale et sociale de notre système de santé, à raison. Si on compare le système de santé français à d'autres systèmes de santé, nous n'avons pas à rougir collectivement de ce système de santé. Cela dit, ce système présente des failles, des lacunes qui ont tendance à passer inaperçues. Alors, il y a une lacune qui, elle, ne passe pas inaperçue, c'est le trou de la Sécu, c'est le coût de la santé, les déficits de la sécurité sociale. Donc, effectivement, on parle beaucoup, quand on aborde les défauts de notre système de santé du trou de la Sécu, mais on n'aborde pas un autre sujet qui me tient à cœur et qui tient à cœur à d'autres chercheurs, qui est celui des inégalités. C'est-à-dire qu'il me semble qu'en France, et la société française entretient des rapports assez ambivalents à la question des inégalités de santé. Quand je dis ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois on pense en France que nous sommes égalitaires et pourtant nous ne le sommes pas. C'est-à-dire qu'à la fois, je dirais que nos rapports aux inégalités de santé sont teintés soit d'hypocrisie, c'est-à-dire on fait semblant d'être égaux et on ne l'est pas, soit de fatalité, c'est-à-dire on considère que l'on ne peut pas finalement combattre les inégalités devant par exemple la maladie et la mort, les inégalités sociales de santé. Or, c'est évidemment une erreur. On peut par des actions publiques volontaristes, des politiques publiques volontaristes, combattre ces inégalités sociales de santé. Alors, j'ai mis en introduction, et ça c'est ma casquette de membre du groupe Inégalités sociales de santé du Haut Conseil de la santé publique, un extrait du rapport du professeur Thierry Lang, épidémiologie sociale à l'INSERM, qui est un des meilleurs spécialistes des inégalités sociales de santé, et qui rappelait dans un rapport que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas lu, Inégalités de santé, sortir de la fatalité, qui est paru en 2009, l'idée finalement, les inégalités sociales de santé sont systématiques, les différences ne sont pas distribuées au hasard, mais selon un schéma constant dans la population, elles sont donc socialement construites et donc injustes et modifiables. Donc, effectivement, il y a un ensemble de disciplines qui finalement sont assez déconsidérées ou assez peu efficientes dans les processus de décision publique. Je pense notamment aux sciences sociales de la santé, la sociologie de la santé, la géographie de la santé, l'épidémiologie sociale, mais aussi certains travaux d'économie de la santé qui s'intéressent beaucoup à cette question de la production complexe des inégalités devant la maladie et la mort, mais aussi des inégalités d'accès aux soins, il faut distinguer les deux, j'y reviendrai, et qui pourtant finalement n'ont pas vraiment d'audience auprès des décideurs, au profit de savoirs que je dirais plutôt individualisants des questions de santé. On a évoqué par exemple évidemment la biomédecine, mais aussi la génétique, des savoirs qui en quelque sorte n'abordent, qui sont assez réducteurs ou réductionnistes par rapport à ces questions de santé, et qui n'aborde pas finalement, d'un point de vue sociologique, social, la question des inégalités sociales de santé. Alors, c'est assez intéressant quand on compare. Alors, je ne citerai pas de nom, bien sûr, pas de name dropping, mais j'avais fait une conférence un jour devant un parterre de médecins prestigieux, et il y avait et donc je parlais des inégalités de santé, et il y a un médecin qui a vivement réagi en recevant mon discours comme une forme d'égalitarisme absolument insupportable et absolument inaudible, même et incompréhensible. Donc un professeur de médecine parisien qui disait finalement, je me méfie de l'égalitarisme à tout craint. Les gens ont des espérances de vie différentes parce que la nature est injuste et que certains font plus attention que d'autres et la vie est injuste et on ne peut rien y faire. Je l'avais noté in extenso et puis depuis je la cite souvent parce que je trouvais ça très très intéressant parce que ça traduit bien, si vous voulez,
si vous voulez, l'incapacité du problème des inégalités de santé à s'inscrire durablement sur l'agenda politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement, je dirais, une défaillance des politiques à l'égard des inégalités de santé, mais je pense qu'il y a aussi une sorte d'imperméabilité d'une partie du corps médical et du corps soignant à une vision, je dirais, plus holistique, plus globale, plus collective, plus sociologique de ces questions d'inégalité de santé. Alors, j'aimerais introduire ici, pour commencer, un concept un peu étrange, mais qu'on doit à un médecin de santé publique qui est décédé tragiquement, d'ailleurs, dans un accident d'avion, pas la dernière fois, mais l'accident de la Suissair, mais qui, peu de temps, avait fait une conférence. Il avait invoqué la notion de socioparésie du système de santé et de la santé publique. Il disait, finalement, la santé publique est victime d'une socioparésie. Alors, il la définissait comme la réticence et l'inaptitude de la santé publique à travailler directement sur les racines sociales des problèmes de santé. Et il notait que finalement, il y avait un décalage entre l'état des connaissances, c'est-à-dire que, et notamment sur tous les travaux qui convergent pour mettre l'accent sur les déterminants, l'importance des déterminants sociaux de la santé, en gros, c'est-à-dire tous les facteurs non médicaux de la santé, en gros qu'on évalue à 80% de l'état de santé, et finalement une faible prise en compte de ces déterminants sociaux de la santé dans l'élaboration des politiques publiques. Donc en quelque sorte un décalage assez frappant entre l'état des connaissances et la façon dont la santé est socialement informée, de l'autre côté les politiques publiques. Et il évoquait dans les facteurs de la socioparésie, alors je vais pas détailler mais les quatre, mais je vais en parler de deux. C'est d'abord l'envahissement de la santé publique par la croyance dans la capacité de transformation du caractère individuel. C'est-à-dire qui est assez frappant, notamment pour les maladies rénales, on parle beaucoup du diabète, de l'obésité, du surpoids, de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire cette individualisation de la santé qui passe par l'incrimination des comportements individuels, comme si les comportements n'avaient pas d'ancrage social, n'étaient pas socialement produits. Et ça peut donner d'ailleurs des choses assez étonnantes pour un sociologue qui travaille au plus près dans les services hospitaliers. Il suffirait de donner de l'information aux gens pour que, par exemple, ils transforment leur comportement. Alors tout sociologue sait que les comportements s'inscrivent dans des routines, des habitus, etc. C'est-à-dire des dispositions durables qui ne se transforment pas du jour au lendemain. Et donc, en quelque sorte, il y a dans la santé publique actuellement, effectivement, l'idée qu'il suffit d'informer les individus ou de les inciter par des mécanismes monétaires, c'est-à-dire vous leur mettez la carotte et le bâton, si vous voulez, à changer leur comportement. Or, ce qu'un philosophe a appelé les bakchiches sanitaires. Alors on sait très bien que ces bakchiches sanitaires ont des effets pervers terribles, c'est-à-dire dès que les incitations monétaires arrêtent, eh bien finalement les anciens comportements, par exemple alimentaires, reprennent. Et puis un deuxième facteur de risque sur lequel je vais m'attarder, c'est l'attraction biomédicale de la santé publique. Alors j'étais passionné par les exposés de ce matin, et notamment celui sur l'épidémiologie génétique, etc. Mais effectivement, on voit bien qu'il y a une forme d'attraction de la santé publique vers les sciences biomédicales pour en revêtir une forme de légitimité, et donc vers une forme de réductionnisme de plus en plus fort des questions de santé vers le plus petit éléments explicatifs comme l'élément, par exemple, génétique. Bien. Alors, il me semble quand même que cette notion de socioparésie, elle ne vaut pas que pour la santé publique, c'est de ceci que j'aimerais m'entretenir avec vous, c'est qu'elle peut être étendue à l'ensemble du système de santé, c'est-à-dire qu'effectivement, notre système de santé peine à s'organiser d'une façon à prendre en compte les inégalités devant la santé et les inégalités d'accès aux soins. Et j'invoquerai ici, à la suite des travaux d'autres, des inégalités par omission et des inégalités par construction. Avec cette idée forte, me semble-t-il, que la fabrique des inégalités de santé est une fabrique à la fois très complexe, qui ne se limite pas, par exemple, aux barrières financières, même si on peut en parler, mais qui est souvent invisible. Alors, des inégalités sociales. Alors, je vais enfoncer quelques portes ouvertes, mais pour être sûr de bien les avoir ouvertes. C'est-à-dire, je rappelle quand même fondamentalement que en France, du point de vue des inégalités de santé, nous ne sommes pas bien placés en Europe. Nous avons, par exemple, du point de vue des inégalités sociales de santé, des inégalités devant la maladie et la mort, des inégalités parmi les plus importantes d'Europe. Ce qui questionne, étant donné le coût financier de notre système de soins. Bon. Donc il y a quelque chose là qui mérite d'interpeller, et puis surtout de rappeler que les inégalités de santé n'opposent pas des inclus, des insiders et des outsiders. C'est ce qu'on appelle un gradient social de santé, c'est-à-dire que l'état de santé varie en position, selon la position dans la hiérarchie sociale.
Hein. C'est-à-dire que vous avez une forme de continuum d'état de santé à mesure que vous allez du bas vers le haut de la hiérarchie sociale. Donc il n'y a pas seulement s'intéresser aux inégalités sociales de santé, c'est pas seulement s'intéresser aux inégalités dont seraient victimes les exclus par rapport à des inclus. Et puis, donc, il y a 4 grands types de causes. Et puis, vous avez aussi des inégalités d'accès aux soins. Et là encore, en termes d'inégalité d'accès aux soins, nous ne sommes pas forcément très bien placés, puisque là encore, nous sommes le pays européen où les inégalités d'accès aux soins sont parmi les plus importantes, particulièrement pour les soins de spécialistes et les soins préventifs. Et l'on sait que on invoque un certain nombre de barrières pour expliquer ces inégalités d'accès aux soins. J'aime pas trop ce terme de barrière, mais je vais reprendre ici. Barrières géographiques, barrières informationnelles, barrières culturelles. Alors, c'est tous ces mots-là, il faut les prendre avec des pincettes. Barrières financières. Alors, barrières financières, c'est celle qu'on invoque le plus souvent. Juste un chiffre, hein, parce que je sais que j'en avais parlé avec les Lalost. Je rappelle quand même qu'en France, 5% de la population française consomme 50% des dépenses de santé. Donc, les malades chroniques. Ce qui veut dire quand même qu'en France, et on n'entend pas assez cette réalité dérangeante, 1% des assurés sociaux ont des restes à charge en soins de ville de plus de 4 000 € et 945 € pour les soins hospitaliers. Souvent des gens très malades, et notamment à cause des dépassements d'honoraires ou des tickets modérateurs. Donc, ces restes à charge ne sont pas plafonnés. Et donc, impact, vraiment, c'est un prélèvement sur la santé, enfin sur les finances de gens déjà très malades. Donc il y a quelque chose là qui mérite d'être réfléchi collectivement, c'est comment nous arrivons à tolérer collectivement que des gens aient des restes à charge de 4 000 € en France, qui sont des vraies barrières financières d'accès aux soins. Alors, sur les maladies rénales, et puisque Christian Baudelot est là, l'éminent sociologue français qui a eu la gentillesse de me donner son étude, je vais effectivement, je ne sais pas si elle est publiée d'ailleurs, elle va pas encore. Donc je vais juste en rappeler, puisque c'est la base que j'ai sur les maladies rénales du point de vue des inégalités de santé. Alors, je rappelle que comme dans d'autres pathologies, les maladies rénales connaissent des inégalités du point de vue de l'incidence comme du point de vue de l'accès aux soins. Et ce que dit Christian Baudelot dans son article est très intéressant, c'est que dans les autres pays, notamment anglo-saxons, on est très conscient, je dirais, des conséquences, je dirais, de la structure sociale sur les inégalités en matière de maladies rénales. Alors qu'en France, c'est un point aveugle. Hein, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, on est très peu conscient de la façon dont les maladies rénales sont impactées socialement. Les maladies rénales sont associées au statut situé en bas de la hiérarchie sociale. Il existe, ça on l'a évoqué, de fortes disparités régionales d'accès à la dialyse et à la greffe. Quelque chose d'encore plus captivant, c'est que quelle que soit la tranche d'âge et de sexe, le sexe, les personnes dialysées sont moins diplômées que les personnes greffées, et parmi les dialysés, ceux qui ont un diplôme supérieur au bac ont davantage accès aux modalités de dialyse, réclamant plus d'autonomie. Étant entendu ici que le niveau de diplôme est un proxy du statut social. Hein. Donc on voit bien que la position dans la société, dans la hiérarchie sociale, a des répercussions très fortes en matière de maladies rénales. Et puis on a quelque chose encore plus intéressant quand j'ai lu cet article, c'est qu'on a une sorte de processus darwinien de sélection, puisque les dialysés non inscrits sur la liste d'attente sont moins diplômés que les dialysés inscrits, et ces derniers sont moins diplômés que les patients transplantés. Hein, c'est-à-dire qu'on voit bien l'effet, je dirais, de la position sociale sur toute la chaîne qui mène jusqu'à la greffe, qui est une forme de processus de sélection un peu silencieux, hein, mais qui opère, je dirais, un processus de rationnement selon des variables sociales de l'accès à la greffe. Et évidemment, ces inégalités d'accès aux soins ont des répercussions sur l'accès à l'emploi et l'accès à une vie normale entre les greffés et les dialysés. Donc, clairement, on voit bien que des études sociologiques, malgré la faiblesse des bases de données existantes sur le sujet qui mériteraient d'être documentées, font apparaître, je dirais, en quelque sorte, un formatage social de ces maladies et de l'accès aux soins. Alors, je vous propose... Pour revenir sur la façon dont la société française appréhende ces questions d'inégalité, ce qui est assez étonnant, c'est comment nous arrivons à tolérer collectivement de telles inégalités, alors même que, lorsque l'on regarde par exemple les baromètres de l'adresse, qui est le service des études statistiques du ministère de la Santé, on observe en fait que les inégalités d'accès aux soins sont en France les plus mal tolérées.
C'est-à-dire ce sont celles qui sont jugées les plus injustes. D'ailleurs, par exemple, les franchises médicales sont unanimement rejetées, massivement rejetées par la population française. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on demande aux gens quelles sont selon vous les inégalités qui sont les plus injustes ou les plus intolérables, clairement, systématiquement, ce sont les inégalités d'accès aux soins qui arrivent en haut de la liste, alors que les inégalités de revenus, par exemple, sont jugées à la fois plus répandues, mais plus tolérables. Donc, en quelque sorte, il y a là, dans la société française, une sensibilité sociale et politique aux inégalités d'accès aux soins qui explique, à mon avis, pourquoi ces inégalités, elles existent, mais invisibilisées. C'est-à-dire comme si, en quelque sorte, pour qu'elles soient supportables collectivement, il fallait les invisibiliser, il ne fallait pas en parler. Hein. Il y a un sociologue français qui a écrit un livre, François Dubé, qui a écrit un livre récemment qui s'appelle La préférence pour l'inégalité. Hein. Comme si, finalement, nous proclamons, il parle notamment de l'école, comme si pour l'école, nous proclamons l'égalité devant l'école et nous sommes très attachés à la méritocratie, et pourtant, dans nos décisions individuelles, nous optons pour l'école la meilleure, où nos enfants seront les mieux éduqués, en meilleure compagnie, etc. Donc, en quelque sorte, une vraie tension, en quelque sorte, à la fois une forte sensibilité et une forme d'hypocrisie. Et puis, quelque chose de plus je ne vais pas détailler plus avant, mais d'encore plus questionnant, si j'ose dire, c'est les inégalités de santé. C'est-à-dire, autant nous avons une sensibilité sociale et très forte aux inégalités d'accès aux soins, c'est-à-dire que collectivement, nous trouvons ça injuste, autant, par contre, pour les inégalités devant la maladie et la mort, il y a une espèce de fatalisme français qui est quand même assez fascinant. Alors on peut en repérer plusieurs indicateurs, j'en ai mis quelques-uns, hein, mais effectivement, quand on parle par exemple des inégalités de santé en France, on ne parle que des inégalités d'accès aux soins, c'était le projet HPST. Et puis, dans la loi du 9 août 2004, pour ne prendre, vous aviez un seul objectif sur 100 qui visait la réduction des inégalités sociales de santé. Hein. Alors, encore plus frappant, on a commencé à parler des inégalités devant la maladie et la mort, notamment par exemple qu'un ouvrier non qualifié a 9 ans d'espérance de vie en moins que par rapport à un professeur des universités. On a commencé à en parler, non pas pour s'en indigner, mais pour le prendre en compte dans le calcul des pensions de retraite. Comme si, c'est vraiment très intéressant, comme si on ne pouvait rien y faire, et donc bon, c'est une fatalité, c'est un déterminisme biologique, donc on n'y peut rien, donc on va juste le prendre en compte dans le calcul des pensions de retraite. Alors, il y a eu une forme de prise de conscience récente, hein, Marisol Touraine a pris position sur la question des inégalités sociales de santé. Bon, je ne veux pas être polémique, même si je sais l'être, mais quand même, quand on regarde le projet de loi santé, on revient quand même à une santé, enfin, très en retrait par rapport à l'ambition d'action sur les déterminants sociaux de santé, les environnements de vie, etc. Bien, donc, vous voyez, mélange d'hypocrisie d'un côté, c'est-à-dire à la fois on ne supporte pas les inégalités d'accès aux soins, mais en même temps, il y en a, mais on ne veut pas les voir, et de l'autre côté, une forme de fatalisme ou de fatalité à l'égard des inégalités devant la maladie et la mort. Alors, il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans la néphrologie, même si mon intérêt est récent, c'est qu'il me semble que, clairement, la néphrologie pose la question du tri en médecine. Hein. Alors, on sait que la pratique du tri est apparue sur les champs de bataille, hein, avec la médecine militaire, et qu'elle s'est répandue à l'ensemble de la médecine, notamment la médecine d'urgence, mais que la néphrologie, notamment par rapport à la dialyse, et puis par rapport au greffe, effectivement, la problématique du tri est une problématique au cœur des pratiques de la néphrologie. Alors, ce qui me semble très intéressant, j'en discutais avec Rémi Salomon tout à l'heure, c'est que quand même trier reste un fardeau moral et émotionnel. Il y a une charge mentale, émotionnelle, et dans ce tri, il y a des critères objectifs, certes, mais il y a souvent aussi des critères subjectifs. Hein, qui interviennent là-dedans. Alors on ne sait pas comment, c'est pour ça que je posais la question à Rémi sur la question, finalement, comment vous arrivez à coordonner, ou en tout cas faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de variations ou de trop d'irrationalité dans ces pratiques de tri. Je disais, des fois on fait des réunions collégiales, etc., mais c'est très compliqué. Donc c'est à mon avis très intéressant à étudier sociologiquement, d'étudier la façon dont se font ces choix, mêlant indissociablement des critères objectifs et des critères subjectifs. Il n'empêche quand même que la question du tri pose la question philosophique et éthiquement chargée de l'évaluation des vies. Hein, une évaluation morale, là je reprends la distinction de Didier Fassin, de l'anthropologue, une évaluation morale sur la qualité des vies, c'est-à-dire des individus et de leur conduite. Et c'est là où la notion de comportement à risque est particulièrement problématique, puisque ça peut très bien conduire à blâmer la victime
ou à incriminer le patient. Tabac, alimentation trop déséquilibrée, etc. Et donc on peut voir que par le biais de ces critères subjectifs, peut intervenir des dimensions, je dirais, morales, un peu sous-jacentes, propres au praticien qui va faire ce choix. Et puis une évaluation éthique des vies elles-mêmes, c'est-à-dire que certaines vies, et c'est un fait, quand on regarde les statistiques sanitaires, il y a des vies en France qui valent moins que d'autres. La vie d'un ouvrier non qualifié vaut moins que celle d'un professeur des universités, ce qui m'arrange. Mais je dois dire que, bon voilà, ça pose quand même un gros problème. Alors, il y a quand on évoque la question du rationnement en France, les gens sont scandalisés souvent. Mais tout système rationne. Je veux dire, tout système rationne, puisque tout simplement, il y a des besoins potentiellement illimités et des ressources limitées. Bien. Donc, tout système, au fonctionnement quotidien, fait des choix. Me semble-t-il, la vraie distinction, c'est entre les systèmes qui débattent ouvertement de ces choix et qui en posent ou en explicitent les critères. Je pense notamment à l'Angleterre. Et puis, de l'autre côté, des systèmes qui rationnent, mais sans le dire. C'est-à-dire, ristournent les décisions de rationnement du politique vers les praticiens de terrain, qui doivent se débrouiller avec ces questions de rationnement. Et de fait, vous avez cinq modalités, alors c'est pour ça les 5 D, dont un système de santé rationne. Alors vous avez la dissuasion, c'est-à-dire que par exemple l'expression de la demande de soins est bloquée par des mécanismes de type copaiement. Bon, c'est ce qu'on a évoqué, c'est les barrières financières d'accès aux soins, c'est des restes à charge très importantes qui dissuadent les gens de recourir aux soins. Donc, c'est évidemment quelque chose qui est très publicisé, parce que c'est très scandaleux de dire que finalement l'accès aux soins dépend des ressources financières. Il y a le délai, c'est-à-dire les listes d'attente. Alors ça, c'est évidemment, on sait en néphrologie sur le problème des greffes, c'est-à-dire évidemment les listes d'attente régulent l'excès de demandes sur le fondement de raisons médicales. Le détournement, c'est le médecin gatekeeper de première ligne qui régule l'accès aux soins spécialisés ou détourne la demande vers d'autres secteurs, notamment les services sociaux. La dilution, la demande de soins est neutralisée grâce à la légitimité de la décision clinique, et le rejet, c'est là où je veux en venir, l'exclusion de certains actes de biens médicaux du champ de la solidarité ou discrimination à l'endroit de certaines populations. De fait, en France, certaines populations sont socialement discriminées par rapport au système de santé, mais de manière invisible, de manière silencieuse, de manière opaque. Alors, j'aimerais distinguer ici, mais c'est à la suite de Pierre Lombreil, les inégalités par construction des inégalités par omission. Alors, les inégalités par construction, ce sont les inégalités au niveau de l'élaboration des politiques publiques elles-mêmes. C'est-à-dire, je dirais, à un niveau macro-politique, c'est-à-dire les politiques publiques, en quelque sorte, ne sont pas pensées, élaborées et mises en œuvre de façon à intégrer le fait que les gens sont inégaux devant la santé, socialement inégaux, devant la santé et devant la maladie. Et de fait, par exemple, et Christian Baudelot dit ça dans son article, ce qui est très intéressant, c'est de dire, par exemple, les bases de données statistiques françaises sont relativement silencieuses sur la question des positions sociales des individus et des inégalités sociales de santé. Donc, en quelque sorte, il y a une invisibilité qui est produite statistiquement, c'est-à-dire qu'on ne dispose pas de données pour, en quelque sorte, documenter les inégalités sociales de santé et d'accès aux soins. Mais il y en a un autre que j'ai évoqué, c'est l'individualisme que j'entends tout le temps dans les conférences et qui est un peu agaçante à la fin, mais y compris chez des gens progressistes, c'est l'individualisme de principe. Chaque individu n'a qu'à devenir un acteur de sa santé. Voilà, ils n'ont qu'à se prendre en main, étant entendu comme si on pouvait devenir un acteur de sa santé sans disposer de ressources et de collectifs protecteurs, je pense aux associations de patients notamment, mais la famille, etc. Donc on ne devient pas, c'est le sociologue qui doit rappeler ça, on ne devient pas acteur de sa santé par décision héroïque, une sorte d'héros de l'adaptation à la maladie chronique, par exemple. Non, il faut des conditions de possibilités qui permettent aux individus de devenir acteurs de leur santé. Et puis, je l'ai dit, la responsabilisation financière socialement aveugle. Alors, on est un peu sorti de ça, heureusement, dans la période récente, mais on l'a connu ça avec l'augmentation des tickets modérateurs, la hausse, l'introduction de franchises médicales, non plafonnées sur les revenus, etc. C'est-à-dire quelque chose qui a introduit une barrière financière qui est aveugle à l'inégale position des individus
d'un point de vue économique, et qui finit toujours par rationner les plus pauvres. Hein. Donc c'est tout le thème de la responsabilisation financière des assurés sociaux, qui en fait surtout rationne ou responsabilise les plus pauvres. Mais on pourrait évoquer, je ne le ferai pas ici, les inégalités de couverture en termes de d'assurance maladie complémentaire, de mutuelle, comme on dit, hein, assurance, etc., où effectivement, là encore, il y a de fortes inégalités. Alors ce qui m'intéresse le plus, et je ne sais pas combien de temps il me reste, il ne va pas me rester tant que ça, d'ailleurs. Non, vous... Oh, d'accord. Non, il me reste un peu de temps. 5 minutes. 5 minutes, ça va aller. Bon. Alors, ce qui me semble très intéressant à étudier, c'est le sociologue là qui est très intéressé par ça, c'est les inégalités par omission. C'est-à-dire que le fonctionnement routinier du système de santé, en routine, fabrique de l'inégalité sans le savoir, sans en être conscient, et finalement, donc, sans donner les moyens d'élaborer des politiques publiques qui permettent de les contrecarrer. Alors, déjà, un système qui est très marqué par la prédominance du soin curatif et qui répond à une demande individuelle, et déjà, dès le départ, nous avons une assurance maladie, là où les Anglais ont un système national de santé. Ça mérite, c'est assez. Donc, fondamentalement, notre système de santé, c'est une machine à rembourser des feuilles de soins dispensés par des médecins dans le cadre d'un colloque singulier. Donc déjà d'emblée, je dirais, l'architecture même de notre système de santé fait que nous ne sommes pas très sensibles à la dimension sociale ou populationnelle des questions de santé. Et d'ailleurs, on trouve là une des raisons clés, hormis la question de la culture qui me fait toujours bondir, on trouve là une des raisons clés du faible développement de l'épidémiologie en France par rapport à d'autres pays comme les pays comme l'Angleterre. Mais il faut le savoir, on évoque toujours les barrières financières, mais même en l'absence de barrières financières, la trajectoire des patients dans le système de soins varie selon le statut social et le niveau d'études. C'est-à-dire que même si, à toute chose égale par ailleurs, si on neutralise les barrières financières, celles qui nous obnubilent en tant que citoyens, eh bien, on observe des filières de soins spécifiques aux individus selon leur origine sociale et leur niveau d'études. Et alors, il faut documenter, et c'est très mal documenté en France, il faut documenter pourquoi, finalement, les gens, selon leur point d'entrée, leur milieu social dans le système de santé, ont ces trajectoires très différentes. Il y a quelques hypothèses que je vais vous évoquer tout de suite. D'abord, me semble-t-il, il faut rompre avec l'idée d'un individu abstrait. C'est-à-dire que les individus ont des rapports, en fonction de leur milieu social, des rapports très différents au corps, aux symptômes, à la maladie, à la médecine. Pour faire vite, dans les catégories populaires, on est moins attentif à sa santé et aux symptômes, on est dur au mal, si vous voulez, alors que dans les catégories moyennes et supérieures, on fait attention à soi, on s'écoute un peu. La figure du patient sentinelle, c'est plutôt dans les catégories moyennes et supérieures qu'on les trouve que dans les catégories populaires. Donc un système de santé qui place à égalité les individus et qui, en quelque sorte, ne répond que parce qu'il est sollicité et qu'il n'est pas proactif pour aller chercher l'individu, produit mécaniquement de l'inégalité, parce qu'il sera inégalement sollicité par des individus qui sont eux-mêmes inégalement sensibles à leur santé et à leurs symptômes. Ensuite, ce qui est très intéressant, il y a des études passionnantes de sociologie là-dessus, sur les interactions médecins-malades en fonction de l'origine sociale des patients. Et là, de fait, on voit très très bien que, par exemple, les patients ont une inégale capacité à verbaliser leurs mots, à négocier la prise en charge, et inversement, il y a des préjugés sociaux aussi chez les médecins. Donc, en quelque sorte, les variables sociales jouent énormément dans la rencontre médecin-patient et jouent sur le résultat de cette rencontre. Bien, ce qui me semble aussi important de souligner, c'est que toutes les formes d'automatisme, et je vais y revenir, toutes les formes d'automatisme du système de santé, toutes les réponses automatiques ont tendance à renforcer les inégalités. Alors c'est les décisions principielles, les normes bureaucratiques, les routines professionnelles, c'est-à-dire, en gros, quand un système répond de la même manière à des individus qui sont placés dans des situations très différentes, produit mécaniquement de l'inégalité. Voilà. Bon. Donc il y a les normes bureaucratiques, les routines professionnelles. Et puis quelque chose d'intéressant et qui interpelle, heureusement monsieur Evin n'est plus là, c'est le productivisme qui envahit par exemple l'hôpital, qui lui-même produit de l'inégalité. Alors je prends cet exemple, vous allez comprendre pourquoi. Il a étudié dans un service d'urgence
les effets produits par l'intervention de consultants qui prennent comme critère de qualité, qui est en fait un critère de productivité, le temps d'attente aux urgences. Bien. Et il a recalculé, il a cherché dans différents services d'urgence, il a montré tout simplement que les hôpitaux ou les services d'urgence les plus de meilleure qualité selon la tutelle, notamment selon l'Agence nationale d'appui à la performance, c'est ceux qui connaissent un taux de retour le plus élevé. Voilà. Et qu'en plus, il a observé ça de manière très précise, que ce sont les patients les plus défavorisés, c'est-à-dire ceux qui peuvent le moins négocier leur prise en charge, moins verbaliser leurs mots, qui sont les premières victimes de ce productivisme discriminant. Bien. Donc là, on retombe sur quelque chose qu'on a évoqué ce matin, c'est-à-dire que pour prendre en compte la question des inégalités sociales, un système de santé, et plus précisément ses personnels, doit disposer de temps, de ressources financières suffisantes et d'une organisation qui permette, en quelque sorte, d'intégrer, je dirais, la position spécifique de chaque patient dans la prise en charge, de façon à répondre de manière la plus adaptée possible à ces individus. Alors, je vais juste le citer, et je vais en finir là. J'aurai pas le temps de développer, mais il me semble qu'il y a des dispositifs innovants. J'aurais aimé vous en parler, mais j'aurais pas le temps, mais un dispositif innovant, c'est-à-dire il y a vraiment des médecins qui, aux marges du système, inventent des modes de prise en charge qui permettent vraiment de prendre en compte la dimension sociale des patients et de les intégrer, d'intégrer ces dimensions sociales dans les prises en charge. Je pense notamment alors vous voyez, aux permanences d'accès aux soins de santé. Alors c'est tout à fait intéressant, je vous ai dit tout à l'heure que les routines, c'était ce qui produisait de l'inégalité. Eh bien, vous apercevez que, je prends cet exemple et je vais juste finir là-dessus, la passe Saint-Louis que j'ai étudiée en tant que sociologue, en fait c'est assez intéressant parce que c'est quand les gens sont privés de droits et que donc ils n'ont pas accès au système que vont se révéler les avaries de ce système de santé. Je prends cet exemple, la passe Saint-Louis à Verlaine, elle prend un centre de référence en oncologie, donc un service, un hôpital de pointe, au point de la biomédecine, et finalement viennent dans la passe des gens qui sont des migrants en situation irrégulière, souvent avec des pathologies très graves et très avancées. Je pense notamment à des cancers très avancés. Et en fait, cette praticienne a été scandalisée par le fait que certains oncologues prescrivaient des traitements chimiothérapiques très lourds à des patients qui étaient en situation sociale très précaire, isolés, qui ne pouvaient même pas prendre le taxi pour aller à l'hôpital, etc. Donc, comme si la biomédecine, les services d'oncologie, répondaient de manière mécanique et produisaient des prises en charge, si vous voulez, qui étaient incapables de s'adapter à la spécificité, je dirais, sociale, psychologique, enfin, à la complexité des individus. Et ce qui est très intéressant dans cette expérience, c'est que la responsable de cette passe a mis en place des innovations, à la fois organisationnelles, mais aussi en termes de RCP médico-social, c'est-à-dire à essayer de restaurer la collégialité, la délibération dans l'équipe, et elle a même formalisé une grille de décision prenant en compte toutes les dimensions du soin, c'est-à-dire pas seulement la dimension clinique, mais aussi la dimension sociale, psychologique, administrative, et elle a formalisé ça de façon à ce que certains patients ne reçoivent pas des soins très coûteux qui ne leur soient pas adaptés, et puis qu'il n'y ait plus de ressources dans le service pour soigner d'autres personnes. Et je pense que là, ce sont effectivement des innovations, des réflexions au niveau des professionnels eux-mêmes qui méritent d'être davantage connues pour justement lutter contre la socioparalysie du système de santé. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis certain que votre exposé va susciter plein de questions. Moi, je voulais vous en poser une sur le problème, donc ce que vous avez évoqué, le patient acteur le patient acteur de sa santé. Parce que, bon, on parle beaucoup de l'éducation thérapeutique, naturellement dans les maladies chroniques, on parle beaucoup de l'éducation thérapeutique. C'est une approche qui est développée aussi bien pour essayer d'améliorer l'efficacité des traitements que pour permettre surtout aux patients de vivre sa maladie chronique, mais lorsqu'on propose dans des structures qui sont forcément des structures un petit peu disciplinaires et orientées des programmes d'éducation thérapeutique aux patients, il y a à peu près la moitié des patients qui déclinent cette offre. Et souvent, c'est les patients qui en ont le plus besoin.
Et franchement, en tant que professionnel, je me sens un petit peu désarmé devant ça, parce que la mise en place d'un programme d'éducation thérapeutique, c'est un investissement lourd pour une équipe. C'est vraiment des dispositifs qui ont pour but d'essayer d'apporter un certain nombre d'outils aux patients pour améliorer leur qualité de vie et la prise en charge qu'ils peuvent avoir de leur maladie, je veux dire, non seulement individuellement, mais aussi dans leur environnement familial ou professionnel. Et lorsque on propose des programmes à des patients qui refusent de façon répétée, on est un petit peu désarmé, on ne sait pas très bien comment faire. Donc on voit bien que le problème sous-jacent est en particulier d'origine sociale, peut-être pas exclusivement. C'est une difficulté à s'exprimer sur la maladie, c'est une difficulté à parler de sa maladie dans son environnement professionnel. Enfin, il y a certainement des affects vis-à-vis de la pathologie chronique que les patients ont du mal à exprimer, ils ont du mal à gérer ça. Mais on a un petit peu de difficulté, je ne sais pas si... Qu'est-ce qu'on peut proposer, je dirais, pour essayer justement de raccrocher dans ce type de dispositif les patients qui sont ceux qui en ont clairement le plus besoin, et parce que ils sont dans des environnements sociaux qui ne sont pas très favorables, et que, comme vous l'avez dit, c'est souvent les patients qui vont avoir le moins bon pronostic en termes d'évolution de leur maladie ou en termes de qualité de vie globale. Alors je sais moins ce qu'il faut faire que ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que le fait c'est que effectivement l'injonction à devenir acteur de sa santé peut être un fardeau. Pour des gens, c'est-à-dire effectivement on considère ça peut être et à la fin ça peut se retourner contre eux, parce qu'effectivement on se dit bon, ils sont vraiment incapables de se prendre en main, donc finalement ce qui leur arrive c'est pas totalement volé. Et ce qui fait que, à mon avis, on tend à confondre deux notions. Quand on parle de l'éducation thérapeutique, c'est l'individualisation des soins et la personnalisation des soins. C'est-à-dire que la personnalisation des soins, c'est effectivement... on voit bien que l'individu ne peut devenir acteur de sa santé qu'intégré dans une équipe, avec du temps, avec effectivement des ressources, etc., qui permettent en quelque sorte, et puis des relais qui permettent à l'individu de s'adosser à des collectifs, je dirais, un peu protecteurs pour devenir acteur de sa santé. Par contre, ce qu'on observe dans certains hôpitaux, et dans pas mal d'hôpitaux sous contrainte budgétaire, de personnel, etc., c'est plutôt l'individualisation des soins. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on se défausse sur le patient d'un ensemble d'activités qui pourraient être assumées par l'équipe soignante, mais qui, parce qu'elle est débordée, faute de personnel, faute de moyens financiers, etc., s'en remet soit aux patients, soit à leur famille. Et on voit bien que le discours, l'individu acteur de sa santé, à la fois joue du prestige incontestable de la personnalisation des soins, c'est-à-dire effectivement les droits des malades, la participation des malades à la décision, l'information, le libre consentement, l'éducation thérapeutique, les transferts de compétences médicales, etc. Mais que pratiquement, ça peut simplement être le faux-nez, ce discours-là, d'une individualisation des soins, c'est-à-dire de ristourner sur les individus tout ce que le système de santé renonce à faire parce qu'il n'en a plus les moyens, plus le temps, etc. Et donc je pense qu'il faut... Alors après, il y a des actions très en amont sur la formation à la santé à l'école, etc., mais je pense qu'il faut rompre un peu avec cette injonction un peu magique, devenez acteur de votre santé. Enfin, au niveau des établissements, on est aussi contraint par une approche extrêmement utilitariste et quantificatrice de l'éducation thérapeutique, parce que les contraintes administratives pour faire valider un programme d'éducation thérapeutique et le faire reconnaître par une agence régionale de santé, elles sont assez impressionnantes actuellement. Donc il y a aussi cette dimension. Oui. Bon, je ne voudrais pas monopoliser le micro. Alors, Christian Jacquelinet. Alors, d'une part, je représente ici officiellement la nouvelle directrice générale de l'Agence de la biomédecine, et donc je me félicite de la qualité des échanges qui sont faits entre les professionnels et les patients, petit 1. Petit 2, les néphrologues, quand même, sont sensibles à ces problèmes d'inégalité sociale de santé. Il y a une commission épidémiologie au sein de la Société de néphrologie qui s'est réunie l'an dernier, qui a travaillé spécifiquement sur ce sujet. Mais c'est vrai que moi, j'aurais tendance à dire attention sur les messages qu'on fait passer, parce que même hier, il y avait une réunion à la HAS sur l'accès à la liste d'attente. Il ne faut pas être trop culpabilisateur. Il faut vraiment, pour moi, apporter... C'est un problème à gérer, d'accord ? Il faut contextualiser l'offre de soins
aux conditions sociales des personnes. Et c'est ça qui est à essayer de promouvoir, sans vouloir dire la santé publique ou les politiques ne font pas leur boulot, peu importe. Si on objective, effectivement, il faut avoir des données. Et donc nous, on a intégré dans le registre Rhin, parce qu'il y a un registre sur l'insuffisance rénale en France qui est complet, on a intégré, mais tout récemment, effectivement, donc des indicateurs sur le niveau d'éducation. On va aussi, mais ça a un coût, avoir l'adresse postale précise des gens, parce que ça permet du coup de récupérer, enfin d'avoir des corrélations écologiques avec les indicateurs de déprivation sociale, etc. On va donc progresser pour avoir une image et voir comment on fait évoluer. Ça ne résout pas le problème, hein, ça permet de voir les choses. Et là, ce qui nous avait été montré l'an dernier, c'est qu'en Basse-Normandie, sur le dépistage du cancer du sein, il s'était rendu compte que, en croisant des indicateurs de déprivation sociale et le fait d'être rural et urbain, et bien que tout bêtement, en mettant des mammomobiles pour rendre accessible l'accès au dépistage du cancer dans les régions rurales défavorisées, ça permettait de corriger le tir sur à la fois l'accès au dépistage, mais aussi sur la survie. Donc c'est des solutions de ce type-là qu'il faut montrer quelque part aux professionnels de santé, ne pas les culpabiliser comme c'était dans un texte hier où on disait il y a de la discrimination. C'est plus compliqué que ça. Il peut y avoir une partie où l'empathie entre le médecin et son malade peut effectivement influencer. Le fait aussi qu'on peut avoir un patient, on va dire, assez accrocheur, qui va savoir se défendre, et l'autre moins. Donc il faut faire attention, mais il n'y a pas zéro solution à ça. Et peut-être que l'erreur, effectivement, vient parfois, et ça vous l'avez bien dit, d'une approche beaucoup trop normative. On veut avoir l'égalité dans la République française, c'est d'avoir aussi une égalité de traitement partout. Or, en fait, non, il faut contextualiser les traitements à la situation des personnes. Non, mais je suis complètement d'accord, mais effectivement, il y a ce que suggère l'exposé et la distinction inégalité par construction et par omission. On voit bien que c'est au niveau de l'élaboration des politiques publiques elles-mêmes, et effectivement, qu'il faut penser et intégrer des dispositifs et inventer des dispositifs qui permettent, en quelque sorte, de mieux prendre en compte la position sociale des individus, en tout cas leur problématique sociale, si vous voulez. Mais en même temps, aussi, il appartient aussi aux professionnels de s'organiser, me semble-t-il, de façon à permettre l'expression, ou en tout cas la prise en compte de cette dimension sociale. Donc il faut jouer, à mon avis, effectivement, sur ces deux dimensions. La parole est au président Moulin. Ouais. Donc je ne vais pas être long, parce qu'en plus j'ampute mon temps de parole qui doit plus être très ce qui me reste. Donc je rebondis sur ce qu'a dit Christian Jacquinet, et je vais être très court parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Votre topo m'a beaucoup intéressé, il a apporté des informations pertinentes et que nous, praticiens, nous ne maîtrisons pas. Néanmoins, je veux vous dire, je ne partageais pas toute votre analyse. Et pour faire court, on est dans un pays un peu d'autoflagellation et de morosité. Les sociologues ont toujours une approche un petit peu pessimiste de la situation, et jamais dans leur topo on voit une dia sur qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui fonctionne. Alors je sais que c'est peut-être pas votre fonds de commerce, mais néanmoins je voulais quand même vous dire que moi j'avais entendu trop de mots qui m'avaient dérangé dans votre topo, comme tri, dépassement d'honoraires, etc. et tout. Et puis inégalité. Et en fait, dans notre domaine, qui est celui de la maladie rénale chronique, parce que je voudrais pas que tout le monde ressorte de là complètement déprimé, avec quand même un aspect très négatif de la situation, c'est qu'on est quand même dans un pays, puis vous l'avez quand même un peu évoqué à un moment donné, où tout le monde a accès aux soins, bon, enfin, globalement, oui, peut-être pas de la façon dont vous l'imaginez, mais moi je suis dans une équipe où, comme beaucoup de mes collègues, eh bien, on reçoit des migrants, et les migrants sont pris en charge en dialyse, inscrits sur des listes de transplantation, etc. Et je suis dans un pays frontalier, et quand vous dites que la France est toujours bon dernier en Europe, eh bien, il suffit de traverser le Rhin pour savoir que c'est pas du tout la même chose. Les migrants que je récupère dans ma ville, c'est des gens qui ont été refusés de l'autre côté du Rhin. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans un pays aussi catastrophique qu'on a tendance toujours à le dire. Il y a un véritable effort de solidarité, et même si les choses sont perfectibles, je suis le premier à le dire, il ne faut pas quand même toujours balancer le bébé avec l'eau du bain en disant qu'on est vraiment
dans une mauvaise situation hospitalière, sociale, de santé publique, etc. Bon voilà, je fais court parce que... Non, mais je me permets de vous répondre 2 minutes. D'abord, mon topo, c'était les inégalités d'accès aux soins. Donc déjà, le thème n'est pas d'une gaieté folle. Par ailleurs, en introduction, j'ai dit que notre système était performant et que nous n'avions pas à rougir de notre système de santé. Après, on a un vrai désaccord. C'est-à-dire que, effectivement, vous vous situez au niveau du clinicien de terrain et effectivement, vous voyez beaucoup de choses faites pour accueillir les migrants, enfin les dialyser, etc. Mais quand même, enfin, la réalité, c'est que du point de vue des inégalités de santé et d'accès aux soins, les chiffres dont nous disposons ne sont pas à l'avantage de la France par rapport à des pays similaires en Europe. Donc, je pense que vous critiquez mon approche un peu pessimiste, mais je pense aussi que l'approche trop optimiste permet aussi d'entretenir, finalement, de jeter un voile pudique sur ces inégalités, en tout cas de ne pas faire ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire de faire en sorte que notre système de santé soit plus proactif dans la lutte des inégalités sociales de santé et d'accès aux soins, plutôt que passivement répondre à des sollicitations ponctuelles par des individus qui sont très inégalement positionnés. Alors après, voilà, je vous donne, moi, les résultats qui sont ceux de l'épidémiologie, de l'économie de la santé, etc. Après, c'est sûr que si les résultats ne sont pas plaisants, je suis désolé pour ça, quoi. Voilà. Dès lors qu'on voyage quand même sur Terre, c'est la journée mondiale française du rein aujourd'hui, on peut ouvrir un œil, et je suis assez d'accord, Bruno. J'ai trouvé votre topo remarquable, mais j'ai l'impression qu'en France, on est schizophrène, on est liberté, égalité, fraternité, et en fait, vous l'avez très très bien mis en lumière, et Bruno, je suis complètement d'accord avec toi. Heureusement, dès lors qu'on met un demi-doigt de pied ailleurs, beaucoup de pays n'ont même pas la dialyse, même pas la transplantation, et pas loin, tout près. Donc on est dans un pays hyper riche, on refuse personne en dialyse. Enfin, j'espère que non, sinon vraiment, je ne vis pas dans la même planète. Et il y a beaucoup de choses à faire, vous avez raison, mais on est riche. Alors on est en train de s'appauvrir, peut-être, mais l'état d'esprit, c'est pour tout le monde. Et peut-être ce que je retiendrai le plus, c'est l'assurance maladie, quand partout ailleurs, comme il n'y a pas d'assurance maladie, eh ben, le devoir c'est d'être en santé. Je vais très souvent en Chine, on fait tout pour la santé en Chine. On mange ci parce que ça, on mange ça, on se bouge parce que ci, parce que ça. J'ai fait mes études en Allemagne. On fait tout pour la santé. On mange, on court, on Frischvollmilch, etc. Et en France, on pense avoir le coussin assurance maladie, et que vous avez montré que c'est pas si simple. Merci. Merci. Je vous recommande la lecture du papier de Christian Baudelot et de ses confrères, La tête et les reins. Vous verrez qu'il est assez révélateur sur les inégalités malgré en matière de maladie rénale, quoi.